Амбасадоре Тимонije, ви благодарам што прифативте едно вакво интервју, особено во овој период за каде што луѓето генерално се по летните одмори, но политиката е многу пошешка отколку што генерално била досега. Ја бранувате јавноста со изјавите кои што ги давате во изминатиот период, особено веројатно на јавноста и се зголеми нивото на шокот по обзнанувањето на случајот Рекет, откако и самите вие кажавте дека и за дипломатскиот свет случајот Рекет е шок во однос на случувањата во Македонија. Од таа изјава до денеска се поминати недела и по две, обвинителството замина на годишен одмор. Кажете ми, дали мислите дека случајот Рекет треба да има што е можно побрза разрешница и дека овој случај може сериозно многу да наштети на угледот на државата, меѓународно гледано? Tout le monde a le droit aux vacances, même les ambassadeurs. Et donc je vais en prendre moi aussi, donc je ne vais pas reprocher aux autres de le faire. Mais il est clair que cette affaire mérite bien sûr une réponse, et une réponse rapide, car le temps passe vite, et jusqu'au mois d'octobre, il y a relativement peu de temps pour travailler de manière convaincante. J'ai pris bonne note, nous avons pris bonne note des derniers propos du Premier ministre et aussi de ceux du Président de la République qui semble prendre très au sérieux cette affaire et surtout demander à ce que les conséquences judiciaires puissent être tirées. Donc je ne doute pas que dans cet intervalle, certains continuent à travailler, à exploiter le matériel qui, je crois, a été réuni et en tire toutes les conclusions. C'est une sorte de biopsie de certains dysfonctionnements, non seulement de la société civile, mais aussi de l'État, qui ont été dévoilés à cette occasion. Il n'y a pas de maladie sans remède dans le domaine de l'État, mais encore faut-il s'attaquer à la maladie et ne pas simplement faire comme dans certains opéras où on dit « marchons, marchons » et personne n'avance. Mais je suis convaincu que l'on va avancer car on doit avancer. Во делот на напредокот, македонската јавност имаше сериозни очекувања дека имаме направено еден голем исчекор и еден голем напредок со тоа што би добиле датум за преговори во јуни, но меѓународната јавност тоа го означи во неколку наврати дека е невозможно, особено со оглед на изборите во Европскиот парламент. Франција е веројатно еден од најголемите критикувачи на развојот на Македонија или еден од најголемите наблюдувачи деталисти што се однесува до напредокот на Македонија. Дали мислите дека овие случувања сега кои што ги имаме, повторно ќе се држам до случајот Рекета, потоа ќе отвориме и други прашања, може да наштетат на делот на мислењето кое што Франција треба да го даде за Македонија и веројатно во октомври да го добиеме тој долго очекуван датум за преговори, доколку го добиеме. Je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes les plus grands critiques. Nous sommes les plus grands soutiens de la Macédoine du Nord dans un vrai chemin vers l'Union européenne. Et donc il faut voir de quoi nous partons et nous devons partir de réalité. Je suis tout à fait conscient nous sommes tout à fait conscients du désir profond d'Europe qui existe ici. Mais ce n'est pas le désir d'une date d'ouverture, je crois que les Macédoniens ont. Les Macédoniens ont le désir d'un changement profond dans leur société, dans la manière de faire, dans la réforme de l'administration publique, dans la réforme de la justice, dans tous ces domaines qui correspondent en effet aux conditions qui sont des conditions tout à fait connues pour lesquelles les négociations
peuvent s'ouvrir. Et pour cela, nous sommes tout à fait aux côtés de la Macédoine du Nord pour l'ouverture de ces négociations. Encore faut-il que les conditions soient remplies. Elles n'ont pu être examinées en juin puisque le Bundestag n'était pas en mesure de donner un avis qui était nécessaire. Cela a été renvoyé à octobre. Bien sûr, la situation d'octobre n'est pas tout à fait celle de juin. Et nous sommes face à une situation où réellement nous sommes en face des réalités du système tel qu'il fonctionne ou ne fonctionne pas. Et nous sommes aussi face à l'expression possible de la volonté par le gouvernement de changer les choses. Et pas seulement de marketing politique, mais simplement de réalité. Et je crois, et nous ne serons pas les seuls, à demander à ce que les réalités correspondent au désir profond d'Europe qui est celui de ce pays, que nous respectons et que nous soutenons. Дали, бидејќи имаше изгледи, Северна Македонија да биде одвоена од групата во Албанија и Македонија, поради напредокот и поради сегашната политичка криза која што ја има Албанија, но дали после аферата Рекет и се поголемата дистанца која што се јавува во делот на пронаоѓањето решение помеѓу власта и опозицијата за законот за СЈО, особено по предлогот на владата за инкорпорирање на СЈО во постоечкото ОЈО, мислите дека Македонија ќе си остане во групата со Албанија? Дали имаше одреден период напредок, а сега веќе остануваме заедно? Vous me pardonnerez de ne pas me prononcer sur le cas de l'Albanie, sur lequel je n'ai pas de légitimité à m'exprimer. Sur le cas de la Macédoine du Nord, on disait encore en juin qu'il y avait des éléments solides dans le dossier. C'était les éléments qui sont dans le rapport de la Commission. Et il est sûr que cette position est moins solide aujourd'hui qu'elle n'a pu l'être au printemps pour les affaires que vous mentionnez. Il dépend, je crois, aujourd'hui du gouvernement, de l'opposition, de retrouver les voies d'un dossier plus solide et plus défendable, y compris par l'ambassadeur français en Macédoine du Nord, et de dire que certes, l'état de droit pose de sérieux problèmes, mais qu'il y a une volonté, une vraie volonté qui s'exprime en actes et pas seulement en intention, une véritable volonté de changer les choses et qu'elle mérite d'être soutenue éventuellement par l'ouverture en particulier des chapitres 23 et 24 qui peuvent former le centre pratiquement d'un programme de transformation de l'État. Peut-être avons-nous cru un peu vite, ou certains ont cru à Bruxelles, que les changements étaient allés en profondeur dans la culture politique, dans les comportements de tous les partis politiques, que les changements étaient allés plus vite que nous l'avions cru. Et maintenant, c'est un exercice de réalité et je crois que ce qu'il faut, c'est que et le gouvernement et l'opposition répondent à ce défi de la réalité, le relèvent en prenant les dispositions qui peuvent être prises rapidement dans les circonstances qui sont celles-ci et montrent qu'une enquête loyale, qui ne fasse pas exception des personnes, si haute placée soit-elle et si responsable soit-elle, et qui montre que le temps de l'impunité est terminé. Et ce défi vaut aussi pour l'opposition ou pour les partis de la coalition. Cela renvoie à un changement très profond dans les partis politiques. Cela correspond à un changement très profond, même dans les mentalités générales. Alors nous ne l'aurons pas d'ici le mois d'octobre, mais ce que nous pouvons avoir, c'est deux signaux très forts. L'un sur l'ouverture d'une véritable enquête que nous attendons toujours, et le second qui serait bien sûr
l'adoption d'une loi équilibrée et qui surtout permettrait, autant que les lois permettent de le faire, de prévenir le retour à des situations du même genre. Donc je pense que la balle est dans votre camp. Vous demandez beaucoup, et c'est normal, à l'Union européenne. Là, cette fois-ci, c'est à vous de faire quelque chose et de montrer que le dossier est convaincant, parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui ont travaillé. Ce scandale ne doit pas faire oublier les progrès, les réalités. Le simple fait que nous en parlions en ce moment est déjà un pas en avant. Il montre qu'une rupture a eu lieu, mais on ne peut pas se contenter, quand on est malade, de dire « Mon Dieu, c'est formidable, la médecine a fait des grands progrès, je m'aperçois que j'ai une très grave maladie. » Il faut vraiment la soigner. Et je pense qu'on peut, en effet, entre Européens, vous y aider, mais les premiers pas sont d'abord à faire ici. Et je ne peux pas vous dire encore ce que seront les décisions qui seront prises dans un contexte européen qui est très compliqué, qui est celui du Brexit, qui est aussi celui d'une réorganisation de l'espace européen. Mais il y a au moins une chose que vous pouvez faire, c'est déjà de travailler pour vous. Дали мислите дека политичките партии во Македонија, без разлика дали станува збор за власт или опозиција во кој да е период, го наведоа народот кој што живее тука да мисли дека главниот лек за болеста на земјава за да влезе во ЕУ и во НАТО е само решавањето на спорот за името. И никој не најде за сходно време да објасни на народот што представува процес за пристапување кон Европската Унија. И затоа сега се соочуваме со проблем на огромна недоверба веќе и кон представниците на Европската Унија кои што доаѓаат, затоа што никој тука никому ништо не објасни. Затоа што си мислеше ке го смениме името и готово Европа и НАТО не чекаат вака да влеземе во нивното друштво. Alors, je veux dire que je ne me sens pas inconfortable sur cette idée, car nous n'avons, nous, jamais dit que cela suffirait, le changement de nom. Nous avons dit que c'était une question qui permettait de régler un conflit avec un État voisin, membre de l'Union européenne, qui avait un droit de veto à votre entrée dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Une fois ce droit de veto levé, puisque la question était ouverte, restaient naturellement les conditions, et nous n'avons jamais dit autre chose, et moi je n'ai jamais dit autrement publiquement. Il reste les conditions objectives, normales, d'une ouverture d'une négociation, qui sont les critères dits de Copenhague, qui sont les critères bien sûr de l'état de droit, d'un fonctionnement normal de cet état de droit. Et je crois que s'il y a eu des exagérations de ce côté-là, elles ne sont pas de notre fait. Et je pense qu'il y a une mauvaise foi à prétendre le contraire. Дали мислите дека најголем проблем ќе бидат членовите 23-24, особено за извештаите кои што доаѓаат и веќе споменавте во делот на корупцијата во земјата, и што, доколку, знам дека можеби премногу барам од вас да ми коментирате вакво прашање со оглед и на презумпцијата на невиност како момент, но и што доколку се посочи, па дури и чисто дека постоела некаква инволвираност на македонски високи државници, односно политичари, за вмешаност во случајот Рекет и целата таа тишина која што се создава во однос на улогата на специјалната обвинителка Катица Јанева со истоветноста во времето во однос на случајот, објавувањето на случајот Рекет и незината поврзаност со Боки 13. Les chapitres 23 et 24, c'est l'état de droit.
L'état de droit, c'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre l'impunité, c'est la départisation de l'administration. On a toutes sortes de ces problèmes qui sont touchés à travers cette affaire que vous mentionnez, y compris d'ailleurs aussi sur la liberté des médias. Et donc il y a réellement aussi la question des comptes rendus par les grandes fortunes qui se sont accumulées, et pas sous ce gouvernement-ci, mais auparavant. Donc, et donc ça pose toutes sortes de questions par rapport aux promesses qui nous ont été faites en 2016. Est-ce qu'on peut mettre en place une pseudo-fondation et ensuite créer une télévision aux orientations spéciales? Est-ce que l'on peut ensuite utiliser les liens? Tout ça, ce sont des questions, puisque pas à moi de régler, mais les liens qui ont été créés pour taxer un certain nombre de grandes fortunes, est-ce que cet argent est même allé toujours vers des actions d'intérêt politique ou public? Est-ce qu'il y a des enrichissements personnels? C'est une notion très importante chez nous dans les domaines de corruption, parce qu'on distingue entre la corruption qui n'est pas bonne et la levée d'argent, mais au profit simplement de partis politiques, et ce qui va dans des enrichissements de personnes privées. Toutes ces questions, il faut bien dire, ont été ouvertes à l'occasion de cette question, de cette affaire. Et je crois qu'on ne peut pas rester décemment sur ces questions. On ne peut pas simplement regarder de l'autre côté. Cela pose aussi, bien sûr, la question du fonctionnement du bureau de la procureure spéciale, des recrutements. On a découvert donc beaucoup de choses, vraies ou fausses. Moi, je suis comme le public, je n'en sais pas plus, mais nous souhaitons qu'il y ait des réponses à ces questions, car elles nous permettront d'apprécier ce qu'est la réalité de l'état de droit et ce que les personnes aux affaires ont pu faire de l'état de droit pendant les 2-3 ans où ils ont été aux affaires, ce qui est le vrai test. Il ne s'agit pas de texte de loi, d'intention, mais il s'agit là de réalité de l'exercice du pouvoir. C'est une question qui d'abord se pose pour les citoyens de Macédoine du Nord, mais comme nous sommes consultés sur la capacité d'entrer dans le club européen, je crois que nous avons un certain droit, et je dirais même un devoir vis-à-vis de nos citoyens, parce que l'ouverture des négociations, ça signifie aussi des aides financières importantes dans tous les domaines. Et je dois dire, quand j'entends parler de 200 000 euros par-ci, 1 million par-là, qui vont on ne sait où, on se dit, et se diront les gens qui payent des taxes, et ils se plaignent beaucoup en France qu'elles sont très élevées, ils se diront, mais pourquoi les 200 000 ou le million, ils ne vont pas pour goudronner leur route ou faire leur domsdravi, et pourquoi ce serait... Donc, ça pose quand même des questions. Ces questions-là ne sont pas seulement des questions égoïstes qu'on peut se poser, ce sont des questions d'intérêt tout à fait général, de savoir comment fonctionne un certain nombre de choses. Et je serais très étonné qu'on ne se les pose pas de façon très, très directe au mois d'octobre, et puis surtout qu'on ne cherche pas à voir quels remèdes peuvent être apportés. Et là aussi, il n'y a pas seulement des problèmes, mais il y a aussi des personnes, et il faut que ces personnes rendent des comptes. Il y a une culture de l'impunité qui existe. Je me souviens encore quand j'étais à Belgrade et quand on a arrêté Legia, après meurtre de regretté Djindjic, et qui a dit « Ne me touchez pas, je suis Dieu ».
Et je crois que la question se pose, heureusement d'une façon plus limitée, mais encore pour beaucoup de personnes. Дали има многу богови во Македонија? Je pense qu'il faut commencer à constituer l'inventaire. Добро, кога веќе споменавте попис, мислите ли дека Македонија мора поднаитно да направи попис на населението? Alors vous êtes les bienvenus en Europe, mais on aimerait bien savoir combien vous êtes. Каков е вашиот коментар во однос на, го споменав и претходно, но сега веќе ептен директно, во однос на неразбирањето помеѓу опозицијата и власта за СЈО? Je crois qu'ils se comprennent assez bien. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils se mettent d'accord. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a des sortes d'amnistie mutuelle non dite, ce qui ne serait pas satisfaisant pour nous et qui seraient les conditions de l'adoption d'un texte. Il y a une deuxième solution qui est de se mettre d'accord sur un texte raisonnable qui évite les défauts qui ont été vus par l'institution trop spéciale de la procureure spéciale et qui a fini en institution, semble-t-il, un peu trop spéciale. Et donc l'idée de remettre dans le système général avec des pouvoirs suffisants une lutte contre la corruption efficace correspond à une tendance européenne. Nous-mêmes, nous avons dû régler la question. Nous sommes loin d'être complètement parfaits sur ces sujets. Nous apprenons, nous aussi. Donc il n'y a pas à jeter la pierre spécialement à la Macédoine du Nord. Vous avez l'occasion, comme dans beaucoup de domaines, quand on arrive un peu plus tard, on peut se doter de quelque chose de très bonne qualité, puisqu'on commence. Et donc là, je pense que c'est une belle occasion à saisir. Pour cela, je pense qu'il faudrait recréer de la confiance. Moi, voilà ce que je ressens. Il y a un sentiment très fort dans l'opposition que on veut la peau, en quelque sorte, de un ou deux partis à travers des affaires qui seraient traitées de façon unilatérale. Je pense qu'il faut restaurer d'abord un sentiment de confiance et de respect mutuel. Ce n'est pas facile compte tenu de quoi on part, de la situation dont on part depuis, disons, les années 2012 ou même avant, de détérioration très forte du climat politique. Nous avons apprécié le bon déroulement de l'élection présidentielle, qui est un élément favorable à mettre au dossier d'ailleurs de l'ouverture des négociations. J'espère que le dialogue qui a été lancé ou appelé par le président de la République pourrait donner lieu à un résultat positif. Un tel dialogue devrait être bien sûr sans arrière-pensée et avec un sentiment qui s'appelle l'intérêt national et l'intérêt général, et qui ne soit pas la victoire d'un côté sur l'autre et qui ne soit pas fait de menaces de faire voter à toute force sans l'accord de l'opposition un texte parce que ce texte certes aurait une valeur, mais elle serait moindre que celle d'un accord qui correspondrait à un consensus et qui marquerait bien une volonté de maturité de la part des partis politiques. Donc nous appelons vraiment de nos voeux à ce qu'un dialogue constructif puisse avoir lieu, car il serait bien sûr bon d'avoir une institution de ce genre, mais aussi ça serait une preuve qu'à côté des tendances négatives dont nous avons peut-être trop parlé, il peut exister une tendance positive qui est une tendance à construire ensemble la nouvelle Macédoine du Nord autour d'institutions rénovées. Si cette volonté minimale n'existe pas, cela peut en effet poser la question de qu'apportez-vous en dehors de vos querelles à l'Union européenne. Et c'est la question qui doit être posée. Во искуството што го имаме како држава, вакви афери, вакви скандали и наназад со корупцијата и со се останато, веројатноста една влада да не издржи 4 години целосни
или да издржи 4 па потоа после 2 да добие предвремени е многу голема. Дали при услови на промена на власта, која што е сега во Македонија, мислите дека сегашната опозиција со сите оние удари кои што ги доби во односи на скандалот со прислушувањето и осудата на нивниот доскоро председател на партијата, сега бегалец од правда во Унгарија, Никола Груевски, дали мислите дека сегашнава опозиција е спремна да ја преземе власта во контекст на продолжување на трасата на Македонија на патот кон Европската Унија, како што прави оваа влада сега, која што е исклучиво посветена надвор, заборавајќи на се што се случува внатре во државата? C'est une question difficile, surtout pour un ambassadeur qui ne doit porter qu'un regard neutre sur la vie politique, mais je vais tout de même tâcher d'y répondre d'une façon peut-être un peu générale. Un des points centraux de la vie politique est très certainement la transformation et la réelle démocratisation des partis politiques. Souvent, c'est pas seulement chez vous, les gouvernements précédents perdent les élections plutôt que les autres ne les gagnent. Ce n'est pas un principe, bien sûr, très sain, mais il fait partie, il faut bien le dire, du jeu démocratique. Et en effet, ce qui est important, et vous le soulignez à très juste titre, c'est que les partis qui prétendent au suffrage et qui ont une légitimité soient à même, par leur programme, par aussi les réformes internes qu'ils ont faites. Je crois que ça avait été le cas du parti actuellement au pouvoir après sa grande défaite, de savoir si, en effet, ils ont tiré des leçons de leur revers ou de leur défaite précédente, et s'ils sont prêts, y compris de façon très symbolique, à rompre avec leur passé. Car parfois, les meilleures intentions, et je crois qu'on ne peut pas douter des intentions patriotiques des uns et des autres, on ne doit pas le faire. Si vous travaillez avec les mêmes réseaux qu'avant, vous risquez de retomber dans les mêmes erreurs. Et je pense que c'est une affaire qui doit être méditée et qui doit être méditée par tous. Дали на државата и се потребни сега во оваа ситуација предвремени парламентарни избори? Alors ça, c'est une chose qui doit être décidée entre les partis politiques eux-mêmes. C'est l'affaire, bien sûr, du gouvernement qui a la responsabilité de la conduite de la politique du pays. Ça dépend, bien sûr, s'il a une majorité aussi stable au Parlement, s'il a une confiance, j'insiste sur cette affaire de confiance suffisante des citoyens. Et c'est cette combinaison qui fait qu'un programme peut continuer à être appliqué ou pas. Дали има напредок во однос на слободата на медиумите во Македонија? Мислам, во очекување сме на самитот на Западен Балкан за медиуми сега во септември во Подгорица во организација на комесарот Јоханес Хан. Дали може би вам како дипломат ви го менува мислењето за општата состојба со медиумите во Македонија, фактот што под сомнителни околности е отворена една телевизија како што која што е поврзана пак сега индиректно преку главно осумничениот Боки 13 во случајот Рекет, и дали тоа влијае врз слободата на медиумите? Alors, il me semble que, sans répondre précisément sur cet aspect des choses, la première question a été bien posée par le rapport Priebe et qui mettait de manière centrale l'établissement d'un service public audiovisuel
et qui, à mon avis, aurait dû requérir tous les soins, et y compris s'il y avait eu de généreuses donations. Il y a beaucoup à faire, il y a des gens de très grande qualité qui ont travaillé, qui travaillent encore à la radio-télévision nationale, et d'abord assurer un service public de qualité qui est quelque chose de très important, y compris pour la transparence, pour l'égalité des forces politiques d'accès, pour aussi l'éducation générale. Ce devrait être, je pense, la priorité absolue. Et l'on a beaucoup tardé. Je regrette les forces et les fonds qui se sont perdus dans une entreprise qui, en effet, semble avoir un déficit de légitimité. Da li Francija bi se zalagala сега за проширување на границите на Европската Унија, по излегувањето на Британија и на Велика Британија, намалување на членството и ситуацијата во која што сега се наоѓа и Европската Унија, дали мислите дека сега Франција би се заложила за проширување на границите на Европската Унија за примање нови членки? Alors, je crois que notre premier souci est de faire fonctionner l'Union européenne et beaucoup de questions sont posées, y compris par les citoyens européens. On m'a envoyé là un tout dernier sondage sur divers sujets et un des sujets sur lesquels les citoyens européens en général étaient le moins favorables était l'élargissement. D'ailleurs, ce n'est pas écrasant, c'est plutôt on pourrait dire une bonne nouvelle, mais disons un peu plus de la moitié était plutôt hostile à l'élargissement dans les conditions actuelles. Donc cela signifie, je crois, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans cela. La mauvaise nouvelle, c'est bien sûr qu'il y a le sentiment que l'état de l'Union actuelle, et c'est un sentiment que nous avons, nous oblige à repenser notre mode de fonctionnement avant de penser à l'admission rapide de nouveaux membres. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste un esprit européen très fort, qui est un esprit de partage. Et si les États qui sont candidats font leur travail et font aussi ce que fait très bien votre ministre des Affaires étrangères, le marketing politique, et mettent en valeur, le marketing n'est pas forcément mauvais, et mettent en valeur les aspects positifs. Et s'il y a des aspects positifs à mettre en valeur et des efforts sur ce que ces pays peuvent apporter en termes de résilience historique, et Dieu sait si vous en avez eu, en termes aussi de richesse culturelle, de richesse spirituelle, mais aussi de vos forces, de la jeunesse. Tout ceci, si cela entre dans des pratiques politiques qui sont compatibles avec le fonctionnement européen, ça signifie que l'on convaincra, je pense, de façon pas trop difficile, les Européens un peu plus sceptiques aujourd'hui. Mais cela signifie aussi que nous devons faire notre travail, nous les vieux membres, et ne pas dire et ne pas faire semblant que tout va très bien et qu'il suffit d'ouvrir de nouvelles négociations et que tout va très bien ainsi et qu'on peut continuer comme ça. On voit que l'Europe est une extraordinaire chance pour les Européens eux-mêmes, pour les vieux peuples d'Europe. Simplement, ils ne peuvent pas se contenter de l'organisation actuelle. Il y a des décisions à prendre pour en particulier des plans de développement commun, pour avancer sur la monnaie commune, pour être aussi une force géopolitique respectable, c'est-à-dire avec une certaine autonomie militaire et stratégique. Tout ceci est un énorme programme. Nous ne serons pas trop pour le remplir et nous sommes sûrs que les Macédoniens pourront
nous aider dans cela et qu'ils apporteront très certainement quelque chose, et non pas parce qu'il y aura un risque qui sera conjuré par l'ouverture des négociations, mais tout simplement parce qu'ils apporteront leur force, et la force de ce que j'espère être une renaissance, puisque c'est sous ce terme-là que le président Macron a appelé à se rassembler ceux qui croient en l'Europe, et nous y croyons avec vous, à votre place, si vous faites tout ce qu'il faut.